Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un document assez singulier qui nous vient du Cameroun. C'est un texte qui est vraiment unique, un communiqué officiel de démenti daté du 15 janvier 2026. Mais le plus fascinant, c'est de savoir de qui il vient. Pas du gouvernement, mais d'une entité qui s'appelle elle-même la présidence légitime de la République. Et c'est signé par la porte-parole de ce qu'il nomme le président légitime, Issa Chiroma Bakary. Donc on voit bien dès le départ qu'on n'est pas dans un simple communiqué. C'est une déclaration politique qui essaie de redéfinir complètement la réalité du pays. Exactement. L'idée, c'est donc de décortiquer ce texte ensemble. On va tenter de comprendre la stratégie derrière chaque mot, les revendications, les accusations. C'est une sorte d'immersion dans une crise politique, mais vue à travers un seul document. Allons-y. La première chose qui saute aux yeux, c'est l'entête. République du Cameroun, présidence légitime de la République. Il ne se présente pas comme une opposition, non, mais comme le vrai pouvoir. C'est une affirmation euh, incroyablement audacieuse. Ah mais c'est le point de départ de toute leur stratégie. Le fait d'utiliser le terme légitime, c'est dire qu'il y a un pouvoir illégitime, celui qui est en place, quoi. Ce n'est pas une simple contestation d'une politique, c'est une contestation de l'existence même du pouvoir. On crée ce qu'on appelle en sciences politiques une contre-présidence, une réalité alternative avec sa propre narration. Une contre-présidence, c'est un bon terme. Et cette narration, elle est vraiment martelée dans le texte. Il y a une citation du président légitime qui est le cœur du sujet. Il dit: «Je le répète sans la moindre équivoque, en ma qualité de président légitime, de manière claire, établie et incontestable, je n'ai jamais eu l'intention de négocier ma victoire électorale, ni avant, ni pendant, ni après le scrutin.» La force des mots est palpable. C'est une rhétorique de la certitude. Chaque mot est choisi pour effacer le doute, sans la moindre équivoque, incontestable. Le message n'est pas que pour ses partisans, il est aussi envoyé à l'international. En gros, il dit: il n'y a rien à négocier. La discussion ne portera pas sur un partage du pouvoir, mais sur la reconnaissance d'un fait. Un fait qu'il présente comme immuable. C'est presque une position de non-dialogue en fait. En affirmant que sa victoire est non négociable, il ferme la porte à toute sortie de crise, sauf sa prise de pouvoir totale. C'est un pari risqué. Très risqué, mais c'est cohérent avec sa posture de légitimité. Si on est convaincu d'incarner la volonté du peuple, alors toute négociation devient une trahison de cette volonté. Et c'est là qu'intervient le concept clé qu'il utilise pour justifier tout ça. La fameuse souveraineté populaire. Le texte dit: «Le peuple m'a confié un mandat précis. Conduire le changement à la présidence de la République, je ne trahirai ni ce mandat, ni la souveraineté populaire.» C'est intéressant de voir comment il oppose cette souveraineté à la légalité des institutions. Ah mais c'est un levier rhétorique extrêmement puissant. On met en opposition la légalité institutionnelle qui peut paraître froide, technique et surtout manipulable. Oui, Et la légitimité populaire, qui vient du peuple, qui est présentée comme pure, infalsifiable. Le message sous-jacent, c'est: les institutions ont peut-être dit autre chose, mais le peuple, lui, m'a choisi. Il se place au-dessus des institutions. C'est un geste politique fondamentalement révolutionnaire. et pour que cette revendication de légitimité tienne, il faut bien sûr démolir celle de l'adversaire. Et j'ai trouvé le communiqué presque chirurgical dans sa manière de faire. Il ne se contente pas de crier à la fraude, non, il structure son attaque autour de trois confiscations. Oui, et cette structure est très habile. Ça donne une impression de rigueur, d'analyse, presque un dossier d'accusation. La première, c'est la confiscation de l'administration. Le texte dit qu'elle est accaparée par une minorité et une seule composante socioculturelle. Parce qu'on ne parle plus seulement d'une élection, on touche à des fractures bien plus profondes de la société. Exactement. Dans le contexte camerounais, cette accusation d'une seule composante socioculturelle, c'est un sous-entendu très très lourd. Ça fait écho à des tensions régionales, linguistiques, qui sont bien connues. Sans prendre parti, on voit bien que le document utilise cette corde sensible pour dire que le problème, ce n'est pas qu'un vol d'élection. C'est que le pacte social est rompu depuis longtemps. L'élection ne serait que le symptôme. Voilà. Ce qui donne plus de poids à la deuxième accusation, qui est le cœur du problème.
la confiscation de l'exécutif à la suite d'une fraude massive lors de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. L'étincelle. C'est ça l'événement déclencheur. Sans cette allégation de fraude, toute la construction de la présidence légitime s'effondre. Mais en la faisant précéder par l'accusation sur l'administration, il crée un narratif où la fraude n'est pas un accident, mais la conséquence logique d'un système déjà biaisé. C'est très bien vu. C'est comme dire comment voulez-vous une élection juste alors que l'arbitre joue pour l'autre équipe depuis des années? C'est tout à fait ça. Et la troisième accusation, elle boucle la boucle en se projetant dans l'avenir. C'est la tentative de confisquer le pouvoir législatif. Le communiqué dénonce les futures élections en affirmant qu'elles sont organisées en toute illégalité et, je cite, promises à toutes les formes de fraude. Ah oui, là on n'est plus dans la réaction, on est dans l'anticipation. Il délégitime par avance tout ce qui va suivre. C'est une stratégie de la terre brûlée institutionnelle. Absolument, le message est très clair. Le système est corrompu jusqu'à la moelle, donc tout ce qu'il produira sera aussi corrompu. Ces trois confiscations, c'est un triptyque dévastateur qui dresse le portrait d'un régime qui a tout verrouillé. Et c'est cette description qui justifie la stratégie radicale annoncée juste après. On y vient, parce que face à ce constat, la question c'est alors on fait quoi? Et la réponse, elle est sans ambiguïté. Nette et tranchante. Le FSNC n'ira ni aux élections législatives, ni aux élections municipales. Le boycott. Le boycott, une arme politique qui peut parfois sembler être un aveu de faiblesse, comme si on se retirait du jeu. Mais là, c'est tout l'inverse, non? C'est présenté comme une attaque. Refusant de participer, ils veulent que ces élections deviennent une parodie, une mascarade, où le régime se retrouvera seul ou avec des partis fantoches. L'objectif, c'est que le Parlement et les mairies qui en sortiront soient perçus comme non représentatifs, des coquilles vides. C'est une tentative de créer un vide autour du pouvoir. C'est une façon de dire vous pouvez organiser vos élections, mais sans nous, elles n'auront aucune valeur. Mais pour que ça marche, il faut que d'autres suivent. Et c'est là qu'intervient l'avertissement. Oui, et c'est peut-être la partie la plus dure du communiqué. C'est écrit noir sur blanc. Tout parti politique qui participe cautionne la forfaiture et s'en rend complice. Forfaiture, complice. Les mots sont très forts. Extrêmement fort. C'est une déclaration de guerre à une partie de l'opposition. Il n'y a plus de place pour la nuance. Aucune. C'est une manœuvre de polarisation radicale. Le message c'est soit vous êtes du côté du peuple et de la légitimité, soit vous êtes des collaborateurs du régime. Ça met une pression énorme sur les autres partis. Un parti d'opposition, ça vit pour les élections. Leur demander de boycotter, c'est un sacrifice immense. C'est les forcer à choisir entre leur survie politique à court terme et leur crédibilité morale aux yeux de ceux qui suivent ce président légitime. C'est diaboliquement habile. Et ça vise à créer un front du refus. S'ils réussissent, ils peuvent présenter la situation de manière très simple. D'un côté, le régime et ses complices, de l'autre, le front du peuple. Ce qui nous amène à la conclusion du document, qui n'est plus du tout une analyse, mais un vrai appel à l'action. La conclusion est effectivement très directe. C'est un ultimatum. Le président légitime déclare « Le peuple a voté pour le changement. La conséquence est simple et irréversible. Le régime rejeté doit partir. » Il ne dit pas « devrait », il dit « doit ». Le ton change complètement. On quitte le registre quasi-juridique des confiscations pour entrer dans le langage du combat politique pur. Les mots simples et irréversibles sont là pour dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Ce n'est plus une contestation, c'est un ordre. Il y a cette phrase très personnelle qui suit, ça sonne comme un serment. Pour le reste de vie que Dieu me prêtera, je mènerai ce combat aux côtés du peuple camerounais. On passe du leader politique au guide. C'est une déclaration d'engagement totale. Il se lie à vie à cette cause. C'est une façon de dire « je n'abandonnerai jamais ». Ça transforme le document, qui était à la base un démenti, en un manifeste de lutte. Et un dernier détail, mais qui a son importance, la signature. C'est vrai, le communiqué est signé par Maître Alice Ancôme. L'utilisation du titre Maître, ce n'est pas anodin du tout. Absolument pas. Rappeler qu'elle est avocate, ça ajoute une caution de sérieux, de légalité, à une déclaration qui est, sur le fond, profondément subversive. C'est une manière subtile de renforcer l'idée que leur combat n'est pas celui d'agitateurs, mais qu'il est fondé en droit. Un droit supérieur, le droit du peuple. C'est la touche finale qui résume toute la stratégie. Donc si on récapitule, c'est assez vertigineux. On part d'un en-tête qui pose une présidence alternative, ensuite une revendication de victoire non négociable fondée sur la souveraineté populaire,
Pour justifier ça, on a une démolition de la légitimité du régime avec 3 confiscations, et de là découle une stratégie de rupture, le boycott et un ultimatum final. Le régime doit partir. C'est une synthèse parfaite. Et si on prend un peu de recul, on réalise que ce document n'est pas qu'une simple réaction. C'est une tentative de façonner la perception de la situation. Il cherche à imposer un cadre de lecture binaire où il n'y a pas de juste milieu. D'un côté, le camp du bien, le peuple, le changement. De l'autre, le camp du mal, le régime, la fraude. Et en traçant cette ligne, il force tout le monde à choisir son camp. C'est une manœuvre qui vise à prendre le contrôle du récit, de la narration de la crise. Entièrement. Il ne s'agit plus de débattre des résultats, il s'agit de choisir entre deux visions du pays. Et c'est en ça que ce document est un exemple fascinant de communication de crise. Il ne dénonce pas seulement, il construit une nouvelle réalité. Et il invite les gens à y entrer. Et en y réfléchissant, tout ce dont on vient de parler soulève une question beaucoup plus large et un peu inquiétante. Laquelle? Ben, le communiqué pose le choix comme étant pour ou contre le peuple. Mais ça nous amène à une question de fond. Surtout quand le mécanisme qui est censé mesurer la volonté du peuple, l'élection, est au cœur du conflit. Dans une telle situation, comment peut-on savoir ce que veut réellement le peuple? Démocratique tel qu'on le conçoit, ça devient impossible. Que se passe-t-il dans un pays lorsque la confiance dans les institutions est si rompue que des acteurs décident que le seul moyen de gagner, c'est de refuser de jouer? Ce document, finalement, ce n'est pas qu'un texte sur la politique camerounaise. C'est une illustration de ce qui arrive quand le contrat social qui sous-tend la démocratie est déchiré. Et ça, c'est une question qui reste totalement ouverte.